Ce jour-là le petit garçon mit sa petite main dans celle de son père sans s'étonner. Pourtant il y avait longtemps, pensait-il. On sortit du jardin. Maman avait mis un pot de géranium à la fenêtre de la cuisine, comme chaque fois que papa sortait. C'était un peu drôle. Il faisait beau, il y avait des nuages, mais informes et tout effiloché, on n'avait pas envie de les regarder. Alors le petit garçon regardait le bout de ses petits souliers qui chassaient devant eux les graviers de la route. Papa ne disait rien. D'habitude il se fâchait quand il entendait ce bruit-là. Il disait « Lève tes pieds », et le petit garçon levait les pieds, un moment, et puis sournoisement il recommençait petit à petit à les traîner, un peu exprès, il ne savait pas pourquoi. Mais cette fois papa ne dit rien, et le petit garçon cessa de traîner ses semelles. Il continuait de regarder par terre, ça l'inquiétait que papa ne dit rien. La route s'engageait sous les arbres. La plupart étaient encore sans feuilles. Quelques-uns verdoyaient un peu, des petites feuilles d'un vert très propre et très clair. On se demandait même si elles n'étaient pas un peu sucrées. Plus loin la route tournait, on verrait la grande vue, sur le Grésivaudan, le grand rocher qui tombe à pic, et là-dessous tout en bas les tout petits arbres, les toutes petites maisons, les routes comme des égratignures, l'Isère qui serpente sous une brume légère, légère. On s'arrêterait et on regarderait. Papa dirait « Regarde le petit train », ou bien « Tu vois la petite tache noire, là, qui bouge sur la route ?» C'est une auto. Il y a des gens dedans. 4 personnes, une dame avec un petit chien, et un monsieur avec une grande barbe. Le petit garçon dirait « Comment que tu les vois ?» Je me suis fait greffer une petite lunette dans l'œil gauche, tu sais bien, dirait papa. Regarde, dirait-il en écarquillant son œil, tu ne la vois pas. Et lui, comme il n'est pas très sûr que ce soit vrai ou pas vrai, Ben, pas très bien. Peut-être qu'à ce moment-là papa rirait et le prendrait sur ses épaules, une jambe de chaque côté. Mais papa regarda distraitement la grande vue et ne s'arrêta même pas. Il tenait la petite main de son petit garçon bien serrée dans la sienne. De sorte que quand un peu plus loin on passa près de l'endroit où le bord du fossé monte et descend, le petit garçon ne put pas lâcher son père pour grimper la petite pente en disant « Regarde, papa, je grandis, je grandis, je grandis. Regarde, je suis plus grand que toi, et maintenant je rapetisse, je rapetisse, je rapetisse. » Ça l'ennuya un peu, parce qu'il était très attaché au rite. Ça faisait une promenade qui ne ressemblait pas tout à fait aux autres. Un peu plus loin il y avait le rocher de pierre carrée. On s'y asseyait d'habitude. Il se demanda si cette fois-ci on s'assiérait. Le rocher de pierre carrée s'approchait et le petit garçon se demandait si on s'assiérait. Il avait un peu peur qu'on se n'assit pas. Un petit peu peur, vraiment, de la vraie peur. Il tira doucement sur la main de son père quand ils furent tout près. Heureusement papa se laissa tirer et ils s'assirent. Il ne dit rien, mais souvent, assis sur cette pierre, papa ne disait rien. Quelquefois seulement, quand il faisait très chaud, ouf. Ça fait du bien. Aujourd'hui il ne faisait pas très chaud. La seule chose pas naturelle c'était que papa ne quittait toujours pas la petite main. D'habitude, ici, papa la lâchait, sa main, et le petit garçon, qui n'aimait pas rester assis bien longtemps, grimpait sous les arbres et cherchait des pommes de pin. Quelquefois des fraises, mais il n'y avait pas souvent des fraises. Il restait assis et le petit garçon ne bougeait pas du tout. Il faisait même attention à ne pas balancer les jambes. Pourquoi? Savait pas, c'était parce que papa lui tenait la main comme ça. Il ne voulait même pas penser aux pommes de pin, aux fraises. D'ailleurs, il n'y avait sûrement pas de fraises et puis, les pommes de pin, ce n'est pas tellement amusant. Mais, de ne pas bouger, il eut de nouveau un peu peur. Oh! Pas beaucoup, un peu seulement, un tout petit peu, comme quand on est couché et qu'on entend craquer des choses dans le noir, mais qu'on entend aussi papa et maman qui parlent dans leur chambre. Il était content que papa lui tînt la main, parce qu'ainsi on a moins peur, mais comme il avait peur justement parce que papa lui tenait la main, alors le petit garçon, pour la première fois pendant une de ses promenades, aurait bien voulu revenir à la maison. Comme si son père l'avait entendu, il se leva, le petit garçon se leva, se demandant si l'on rentrerait ou si l'on irait comme les autres fois jusqu'au petit pont, sur la Grisonne. Il ne savait pas très bien ce qu'il préférait. On partit vers le petit pont, alors, tant mieux. Sur le pont ils regardèrent le torrent, papa disait le rue, filer en gargouillant entre les pierres qui ressemblent à de grosses dragées. Un jour papa lui avait rapporté un petit sac rempli de toutes petites pierres comme ça et c'était des bonbons. Il y avait très longtemps, c'était même avant Noël, il ne se rappelait même plus bien. En tout cas depuis ce temps-là il n'avait jamais eu de bonbons,
et il aimait énormément regarder les pierres du torrent, on aurait dit que ça lui faisait plaisir aux yeux comme les bonbons à la langue. Papa dit, depuis le temps que cette eau coule. Le petit garçon trouva ça drôle. Bien sûr qu'elle coulait depuis longtemps. Elle coulait déjà la première fois qu'ils étaient venus. D'ailleurs on n'aurait pas fait un pont s'il n'y avait pas eu d'eau. Et quand ton petit garçon à toi, dit papa, aura une grande barbe blanche, elle coulera encore. Elle ne s'arrêtera jamais de couler, dit papa en regardant l'eau. C'est une pensée reposante, dit encore papa, mais, ça se voyait, ce n'était pas pour son petit garçon, c'était pour lui-même. Ils restèrent très, très longtemps à regarder l'eau, et puis enfin on s'en retourna. On prit le chemin du hérisson, le petit garçon l'appelait comme ça depuis qu'ils y avaient trouvé un hérisson. Ça grimpait un peu. On passait devant la fontaine de bois, celle où, dans une auge faite d'une bille de chêne creusée, tombe le filet d'une eau si limpide, au champ d'un cristal si pur, qu'elle donne soif rien qu'à la regarder. Mais il ne faisait pas très chaud. Tout en haut le sentier tournait un peu, et redescendait de l'autre côté de la colline. De tout en haut on verrait la maison. On la voyait très bien. Ce qu'on voyait le mieux c'était la fenêtre de la cuisine, avec le pot de géranium tout vert et orange dans le soleil, et maman était derrière mais on ne la voyait pas. Mais papa devait être fatigué, parce qu'avant d'arriver en haut, il s'assit. D'ordinaire on ne s'asseyait jamais sur ce tronc d'arbre. Il s'assit et attira son petit garçon entre ses genoux. Il dit, « Tu n'es pas fatigué ?» « Non, » dit le petit garçon. Papa souriait, mais c'était d'un seul côté de la bouche. Il lui caressait les cheveux, la joue. Il respira très fort et dit, « Il faut être très, très sage avec ta maman », et le petit garçon fit oui de la tête, mais il ne trouva rien à dire. Un bon petit garçon, dit encore papa, et il se leva. Il prit son petit garçon sous les aisselles et il le souleva jusqu'à son visage et l'embrassa 2 fois sur les 2 joues, et il le remit par terre et dit d'une voix ferme, « Allons !» Ils se remirent en route. Ils arrivèrent en haut et on vit le mur du jardin, les 2 mélèzes, la maison, la fenêtre de la cuisine. Le pot de géranium, il n'y était plus. Le petit garçon vit tout de suite que le pot de géranium n'était plus à la fenêtre de la cuisine. Papa aussi, sûrement. Parce qu'il s'arrêta en serrant la petite main dans la sienne, plus fort que jamais, et il dit, « Ça y est, je m'en doutais. » Il restait immobile, à regarder, en répétant, « Bon Dieu, comment ai-je pu, puisque je le savais, puisque je le savais. » Le petit garçon aurait bien voulu demander quoi, mais il ne pouvait pas parce que papa lui serrait la main si fort. Et il commença d'avoir mal au cœur, comme le jour où il avait mangé trop de purée de marron. Alors papa dit, « Viens », et au lieu de descendre ils retournèrent sur leurs pas, en marchant très vite. « Où est-ce qu'on va, papa ? » « Où est-ce qu'on va ?» disait le petit garçon, et il avait mal au cœur comme le jour de la purée de marron. « Chez Madame Buffrand, » dit papa. Il avait une drôle de voix, une voix comme celle du facteur le jour où une auto l'avait poussé et qu'il était tombé de bicyclette. « Elle est très gentille, » dit papa, « tu la connais, tu coucheras chez elle. » Le petit garçon aurait bien voulu demander pourquoi, mais papa lui serrait la main trop fort, il n'arrivait pas à le demander. Était-ce à cause de ça, il avait de plus en plus mal au cœur. Tellement qu'il aurait voulu se coucher par terre, comme le jour de la purée de marron, mais papa lui serrait la main tellement fort, et pourtant on allait trop vite, et maintenant il avait mal au cœur, pas seulement au cœur, mais mal au cœur partout, au ventre, dans les jambes, si ce n'était pas bête de dire qu'on a mal au cœur dans les jambes. Quand Madame Buffrand, qui était très vieille et toute ridée, les vit tous les deux, elle croisa ses mains sur la poitrine et dit, « Mon Dieu !» Papa dit, « Oui, voilà », et ils entrèrent. Et alors quand ils furent dans le petit salon qui sentait la cannelle, le petit garçon ne résista plus et il se coucha sur le tapis. Il n'entendit plus très bien ce qu'on disait. Il faisait trop noir pour pouvoir écouter. Madame Buffrand parlait, d'une petite voix cassée, il l'entendait comme dans un rêve. Papa souleva le petit garçon et le porta sur un lit. Il lui caressa les cheveux, longtemps, et il l'embrassa très fort et longtemps, plus fort et plus longtemps que le soir d'habitude. Et puis Madame Buffrand lui donna une valise, et il embrassa Madame Buffrand, et il sortit. Et Madame Buffrand vint s'occuper du petit garçon, elle lui mit un mouchoir mouillé sur la tête, elle lui prépara de la camomille. Il vit bien qu'elle pleurait, elle essuyait ses larmes au fur et à mesure, mais ça se voyait quand même. Le lendemain, il était en train de jouer avec les cubes, il entendit Madame Buffrand qui parlait dans la salle à manger. Les cubes devaient représenter le portrait d'un monsieur avec une collerette et un chapeau à plumes. Il manquait encore l'œil et le chapeau.
Le petit garçon se leva et mit son oreille contre le trou de la serrure, qui était juste à sa hauteur en se hissant sur la pointe des pieds. Il n'entendait pas très bien parce que les dames ne parlaient pas tout haut, elles chuchotaient. Madame Buffrand parlait de la gare. Oui, disait-elle, oui, lui aussi, il cherchait à apercevoir sa femme dans un compartiment, ils l'ont reconnue. Grand Dieu, dit l'autre dame, il n'avait donc pas pu s'empêcher. Non, dit Madame Buffrand, il n'a pas pu, qui donc aurait pu? Il disait tout le temps, c'est ma faute, c'est ma faute. Et puis on parla de lui, le petit garçon. Heureusement, disait la dame, heureusement que Madame Buffrand était là. Madame Buffrand répondit des mots, mais quelque chose mouillait son chuchotement et on ne pouvait pas comprendre. Le petit garçon retourna vers son jeu de cubes. Il s'assit par terre et chercha celui avec un œil. Il pleurait silencieusement, les larmes coulaient et il ne pouvait pas les retenir. Il trouva le cube avec l'œil et le mit à sa place. Le chapeau c'était plus facile. Il reniflait en essayant de ne pas faire de bruit, une des larmes coula au coin de la bouche, il l'accueillit d'un coup de langue, elle était salée. La plume, c'était le plus ennuyeux, on ne savait jamais si elle était à l'endroit ou à l'envers. Une larme, tombée sur la plume, glissa, hésita, y resta suspendue comme une goutte de rosée. Le songe, est-ce que cela ne vous a jamais tourmenté? Quand, dans les jours heureux, allongé au soleil sur le sable chaud, ou bien devant un chapon carrosé un solide Bourgogne, ou encore dans l'animation d'une de ces palabres stimulantes et libres autour d'un, noir, fleurant le bon café, il vous arrivait de penser que ces simples joies n'étaient pas choses si naturelles. Et que vous vous obligiez à penser à des populations aux Indes ou ailleurs, mourant du choléra. Ou à des Chinois du centre succombant à la famine par village, ou à d'autres que les Nippons massacraient, ou torturaient, pour les envoyer finir leur jour dans le foyer d'une locomotive. Est-ce que cela ne vous tourmentait pas, de ne pouvoir leur donner plus qu'une pensée, ou était-ce même une pensée? Était-ce plus qu'une imagination vague? Fantasmagorie bien moins consistante que cette douce chaleur du soleil, le parfum du Bourgogne, l'excitation de la controverse. Et pourtant cela existait quelque part, vous le saviez, vous en aviez même des preuves, des récits indubitables, des photographies. Vous le saviez et il vous arrivait de faire des efforts pour ressentir quelque chose de plus qu'une révolte cérébrale, des efforts pour partager. Ils étaient vains. Vous vous sentiez enfermé dans votre peau comme dans un wagon plombé. Impossible d'en sortir. Cela vous tourmentait parfois et vous vous cherchiez des excuses. Trop loin, pensiez-vous. Que seulement ces choses se fussent passées en Europe. Elles y sont venues, d'abord en Espagne, à nos frontières. Et elles ont occupé votre esprit davantage. Votre cœur aussi. Mais quant à ressentir, quant à partager. Le parfum de votre chocolat, le matin, le goût du croissant frais, comme ils avaient plus de présence. Vous vous êtes replié sur la France, sur Paris, un peu comme on dit, nous nous battrons sur la Marne, sur la Seine, sur la Loire. Bientôt ce furent vos propres amis dont chaque jour vous apprenez l'emprisonnement, la déportation ou la mort. Vous ressentiez cruellement ces coups. Mais quoi de plus? Vous restiez enfermé, à double tour, dans votre wagon sans fenêtre. Et le soleil dans la rue, la tiédeur d'une alcôve, le maigre jambon du marché noir continuaient d'avoir pour vous une présence autrement réelle que les cris d'agonie de ceux dont quelque part ont brûlé les pieds et les mains. Pourtant, cette sordide solitude, il m'est arrivé d'en sortir. L'imagination, impuissante à l'état de veille, prend dans le sommeil un miraculeux pouvoir. L'imagination? Voir. Appelons-la comme ça, si vous voulez. J'ai d'autres idées là-dessus. J'ai vu en songe des choses étranges, que ni l'imagination, ni la vie inconsciente ne peuvent expliquer. Des choses qui se passaient, tandis que je les rêvais, à des milles de là. Pas de preuves, naturellement, il n'y a jamais de preuves en pareille matière. Mais ce que j'ai vécu, en certaines circonstances du sommeil, est pour moi la preuve très suffisante de l'existence d'une vaste conscience diffuse, d'une sorte de conscience universelle et flottante, à laquelle il nous arrive de participer dans le sommeil, par certaines nuits favorisées. Ces nuits-là, nous sortons vraiment du wagon plombé, nous pouvons voir enfin par-delà le talus. Une de ces nuits, je marchais par une campagne dénudée. Je marchais avec peine. Le ciel était excessivement bas, et pendait par morceaux, par langues de gaz déchiquetées, qui traînaient sur le sol et s'accrochaient aux ronces. Je cherchais mon chemin parmi elles, évitant de les traverser car outre que j'étais aussitôt perdu dans un brouillard opaque, l'épaisseur s'en faisait sentir encore par une lourde résistance. Je devais les pousser devant moi, les soulever comme de pesants rideaux de damas blafards. Je m'épuisais et n'avançais guère.
La terre était noire. Elle était humide et spongieuse. Les pas s'y marquaient, par une légère cuvette d'abord, qui s'emplissait bientôt d'une eau fuligineuse où nageaient des débris de mousse calcinée et de bois pourri. Il flottait une odeur étrange, qui n'était pas celle de l'humus ou de la corruption, une odeur composite qui fleurait le pus et la sueur. Elle m'essahurait et m'angoissait. Je marchais avec peine et commençais à retrouver mes propres traces. Allais-je donc en rond? Je tentais de m'écarter, de suivre une direction droite. Mais toujours je retrouvais mes traces, de plus en plus pressées. Bientôt je piétinais une boue noire et glacée où les traces s'entremêlaient comme si des milliers d'hommes les eussent faites. Pourtant j'étais seul. Il me semblait traîner derrière moi une solitude séculaire. Tout ce que j'avais qui la brisa peut-être, c'était un souvenir, avant d'être là, j'avais dû traverser une rivière, sans doute. Et deux signes noirs s'étaient, je crois, levés à mon approche. Je me souvenais mal, mais je me souvenais de leur immense forme d'ombre, tandis qu'ils passaient par-dessus ma tête. Je me rappelais le bruit de leur vol, celui du vent dans leurs plumes, et ce souffle glacé sur mon front. Ce souvenir aussi m'angoissait. Je ne sais quand je pris conscience de n'être plus seul. On marchait devant moi. Je voulais aller plus vite, rattraper cette forme fuyante. Je ne la voyais jamais nettement, il y avait sans cesse entre nous une langue de brume ou une autre. Par moments, tout s'effaçait, laissant dans mon cœur un vide atroce. Puis je l'apercevais de nouveau, un peu dansante et dégingandée, grisâtre et silencieuse. Assez soudainement elle fut à mon côté. Elle marchait près de moi, du même pas que moi, mollement et sans bruit. Je constatai que c'était le corps d'un homme, affreusement maigre. Son visage était pâle et carré, il souriait bizarrement. Son bras tendit devant moi une longue main osseuse, comme pour me désigner quelque chose. « Je ne vois pas, dis-je. Je ne parlais pas à un inconnu. Je veux dire que ce n'était pas un inconnu pour moi, à ce moment-là. Nous nous connaissions très bien et toutes sortes de souvenirs communs nous liaient. Je lui demandai donc, « Que me montrez-vous » ? Je ne vois rien. Il ne répondit point mais secoua sa main décharnée, l'index étendu, avec un peu d'impatience. « Mais répondez donc, m'écriai-je. Alors il tourna vers moi son étrange face souriante, lunaire et ravagée. Il ouvrit la bouche et je vis l'horrible langue tordue, racornie, noire et déchirée, qui s'enroulait comme un escargot cuit. Et je me rappelai qu'en effet on la lui avait brûlée au fer rouge. Je la voyais trembler comme celle d'un jar qui veut mordre. Ce suprême effort pour parler était pathétique et intolérable. Il m'emplit d'une sorte de dégoût que ne pouvait surmonter ni la pitié ni la colère. Je me détournai et voulus prendre à témoin deux autres formes humaines qui lentement passaient à ma gauche, mais l'aspect de ces hommes me coupa le souffle. Ils étaient si décharnés que je ne pus comprendre où ils trouvaient la force de soutenir la charge qu'ils transportaient, un énorme fer hanté, rugueux et rouillé, qui leur déchirait l'épaule. Ils marchaient en silence, avec une lenteur hésitante et macabre, et j'entendais seulement leur souffle comme un gémissement entrecoupé. Le premier tendait en avant une tête dont le crâne semblait énorme au-dessus du visage où la peau collait à l'os. Il avait dans la nuque une dépression bordée de deux tendons où l'on eût pu mettre le poing. Les cheveux courts et noirs avaient pris une teinte poussiéreuse. La sueur les plaquait par endroits, et à d'autres ils avaient laissé la place à la peau nue, une sorte de pelade où s'étaient formées des croûtes dont quelques-unes saignaient. Son compagnon était plus petit. Le fer pesait davantage sur son épaule et la meurtrissait cruellement. Le visage était couvert de 1000 petits plis, comme un ballon d'enfant à demi dégonflé. La peau était couleur de cendre. Les yeux ressortaient au point qu'on s'attendait à ce qu'ils roulassent, comme des billes, et le blanc était tout griffé.